Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Fleur d'avocat. Je suis Lila-Louise Maréchaux et dans ce podcast, je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe. Fleur d'avocat, ce sont des interviews d'avocats, tout âge, spécialité ou lieu d'exercice confondus, qui ont pour point commun de s'épanouir dans la profession. J'ai aujourd'hui le plaisir de partager avec vous mon échange avec maître Nina Goss, qui est avocate au barreau de Paris depuis 2018 et qui exerce en collaboration chez De Gaulle Fleurance et Associés dans le département IP-IT. C'est Caroline Sevestre, auditrice du podcast de la première heure, qui m'a recommandé Nina, et je voudrais en profiter pour vous dire que je suis toujours à la recherche d'invités pour le podcast, donc si vous connaissez un avocat ou une avocate épanouie, que ce soit un ami, un collègue, un associé, votre collaborateur, votre avocat ou même votre mère, n'hésitez pas à me le recommander. Vous pouvez m'envoyer un email à l'adresse bonjour@fleurdavocat.fr, m'envoyer un message sur LinkedIn, Twitter ou Instagram, et vous pouvez même utiliser la petite messagerie instantanée que vous trouverez sur le site internet de Fleur d'avocat. C'est hyper simple et même si je réponds rarement tout de suite, je reçois bien tous vos messages. En l'occurrence, merci beaucoup à Caroline de m'avoir parlé de Nina. Par ailleurs, la meilleure manière de soutenir le podcast est d'en parler autour de vous, de le partager sur les réseaux sociaux et aussi de prendre quelques minutes pour laisser un avis et une nuée d'étoiles sur iTunes ou votre application podcast préférée, car ça fait vraiment la différence. Merci par exemple beaucoup à Hélène Montmartre pour son avis enthousiaste sur le podcast. Fleur d'avocat, c'est enfin et également une formation à l'intention des jeunes avocats qui s'appelle Bien dans ma robe et une réduction est prévue tout spécialement pour vous, chers auditeurs, avec le code promo podcast, PODCAST. Rendez-vous donc sur le site internet de Fleur d'avocat pour plus d'informations et pour vous inscrire. Il est temps de vous souhaiter une très bonne écoute. Bonjour Nina Goss. Bonjour. Merci d'être mon invitée sur Fleur d'avocat. Avec plaisir. Alors Nina, raconte-moi comment et pourquoi tu es devenue avocate. Quelle question. J'avais envie de faire un métier qui a un nom de fruit. Non, je rigole. Je suis devenue avocate. Alors, c'est pas un rêve d'enfant. Tout début, je voulais être pompier, après styliste, après écrivaine. Donc, on est plus ou moins loin de l'idée de départ. Au collège et au lycée, j'étais vraiment déterminée, effectivement, à étudier plutôt la littérature, faire une CAIN, devenir, journaliste, écrivain, scénariste, enfin vraiment autour de l'écriture et de la création. Donc j'étais partie sur cette idée et j'ai fait mon lycée exprès dans cette optique à Condorcet pour justement avoir un bon bac littéraire et rester dans la maison et faire une hypocagne. Et tout se passait vraiment... c'était un chemin un peu tracé, tout allait bien. Ma prof de français, que j'aimais beaucoup à l'époque au lycée, donc m'a dit moi je te fais passer en hypocagne, il n'y a pas de problème, enfin caine ou hypocagne, je sais plus ce qu'il y a. La première année, voilà, c'est ça. Je me suis détachée du schéma. Et elle m'a dit donc moi je te fais passer en prépa, il n'y a pas de problème, mais j'ai peur que finalement ça te broie un petit peu, que ce soit peut-être pas assez concret et je te verrais vraiment faire du droit. Donc là j'étais un peu surprise et surtout pas du tout d'accord. Parce que pour moi, mais c'était une idée fausse, mais les gens qui faisaient des études de droit, c'était soit effectivement des gens qui avaient cette vocation depuis longtemps et c'était un rêve d'enfant, parfois peut-être quelque chose aussi encouragé par la famille, ou au contraire des gens qui n'avaient aucune idée de ce qu'ils voulaient faire et qui faisaient droit au moins 1 an ou 2 pour voir ce qui se passait ensuite. Sur le podcast d'ailleurs. Ouais. Bah moi pas du tout. Et du coup, j'étais vraiment pas d'accord. Et en fait, je me suis renseignée et elle m'a dit non, mais il y a la classe prépa D1 qui en fait est un peu l'équivalent de CAIN mais en droit, en économie gestion et cachant. Et du coup, moi j'ai des anciens élèves avec qui tu peux parler, qui ont fait cette classe préparatoire au lycée Turgot à Paris et qui préparent officiellement à l'ENS, mais qui reste du coup une voie un peu en plus petit comité, parce que moi j'aimais pas trop l'idée de me retrouver sur les bancs de la fac, etc. En plus petit comité, à beaucoup travailler du coup sur 2 ans et avoir un très bon dossier si tu passes pas à Cachan ou si t'as pas envie d'aller à Cachan, parce que c'est un parcours particulier. Et puis ensuite tu peux avoir des équivalences pour voilà. fac, ouais. Et elle m'a dit, le droit, c'est quand même beaucoup de domaines, dont celui de la création, et ça pourrait finalement bien te correspondre.
de réunir un peu les deux. Je pense qu'en fait, en vrai, elle m'avait très très bien cerné. Ouais. Les deux facettes de ta personnalité, une un peu plus rigide qui a besoin de construire, ça va être mon côté taureau peut-être, et l'autre un peu plus créative, voilà. Donc finalement soutien à la création. Et c'est devenu complètement un projet. Je me suis dit mais oui, c'est une évidence, je veux faire ça. Et j'avais tout de suite tout regardé, donc pour faire la classe prépa et après aller en magistère pour tout de suite être dans le droit de la propriété intellectuelle et des nouvelles technologies. Donc clairement, je partais pas dans l'idée d'être avocate, je partais dans l'idée de faire du droit, de la création, des nouvelles technologies, donc de l'IP, IT, hein, comme on dit au sens large. Bon, à l'époque, j'étais plus sur le droit du cinéma parce que ça, c'est à cause de mon papa qui est réalisateur, donc j'ai toujours été passionnée par le cinéma. Bon, aujourd'hui, ça s'est élargi, mais à l'époque, c'était ça. Et donc voilà, donc ça m'est venu. Alors peut-être que je suis passée à côté d'une grande carrière d'écrivain scénariste, je ne sais pas, ou peut-être à côté de grosses désillusions. Mais donc merci à ma prof de français si un jour elle écoute ce podcast. Mais c'est venu comme ça. Et donc j'ai fait cette classe prépa. Dans ce projet en fait qu'elle t'a... Complètement. Ouais. Mais ça après c'est aussi ma personnalité, je pense. Dès que je me lance dans quelque chose, je me lance à fond, avec même beaucoup d'excès, hein, je pense. Alors le yoga m'aide à prendre un peu de distance, mais je fais les choses à fond. Alors parce qu'elles me plaisent, hein, si je m'étais rendu compte que ça me plaisait pas, j'y serais pas allée, mais c'est des études sincèrement passionnantes, donc si à la limite on a une désillusion, souvent c'est plutôt après, mais pendant les études c'est plutôt très intéressant. Moi j'ai toujours été, c'est pas m'envoyer des fleurs que ça, parce que je pense que c'est juste un excès peut-être encore, mais j'ai toujours été une grosse travailleuse, j'ai toujours... très bien travaillé à l'école, je suis fille unique, ma maman est prof, donc je pense que j'ai été éduquée un peu comme ça, à vraiment être la bonne et gentille élève. Ouais. Donc à partir du moment où on a cette personnalité-là, globalement les études de droit se passent bien. Mais c'est assez rigolo, ouais. C'est pas quelque chose que j'ai en tête depuis mes 3 ans, à regarder les gens plaider, etc. C'est vraiment venu plus sur le tard. Et du coup, cette prépa s'est bien passée ? Cette prépa, c'est très bien passé. Et d'ailleurs, l'anecdote assez marrante, c'est que quand j'ai voulu faire ça, je l'ai dit à mon père, à qui, donc, depuis des années, mon père et ma mère, à qui je disais depuis des années que je voulais être dans la création. Et leur réaction, ça a été mais tu vas pas t'ennuyer ? Et ça me fait toujours rire de repenser à ça, parce que beaucoup de parents, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'ils poussent leurs enfants à faire du droit, médecine, etc. Moi, j'avais tous les champs ouverts, ce qui est parfois très perturbant, parce que du coup, tu te dis, mince, qu'est-ce que je vais faire ? Et quand je leur ai dit ça, ils m'ont dit, mais t'es sûre et tout. Et après, ils ont vu que je me suis complètement épanouie, ils m'ont soutenue dans ce projet. Et oui, la classe préparatoire s'est très bien passée. Donc, Turgot, c'est à Paris, dans le 3e arrondissement, et c'est donc quand même une bonne renommée, des bons profs. Et finalement, d'ailleurs, je voulais pas Cachan. Après, je me suis un peu pris au jeu quand même, parce qu'on est dans le moule de la prépa, donc on a des bons résultats, donc on se dit, ah, finalement, etc. Je l'ai loupé de peu, et en fait, je pense que c'est très bien, parce que vu que je vais au bout des choses, j'y serais peut-être allée. Oui. Et en fait, c'est très bien, mais c'est pas pour moi. Je pense quand je vois une de mes très bonnes amies qui l'a réussi, haut la main, et qui aujourd'hui est normalienne, voilà, qui revient d'ailleurs au métier d'avocat. Mais c'est un parcours complètement différent. Moi, j'avais plus l'idée d'aller dans le privé, donc c'était pas forcément compatible. Et donc cette prépa s'est très bien passée, ça m'a permis d'avoir un bon dossier et de postuler à un magistère, comme je te le disais, en droit des nouvelles technologies et de la propriété intellectuelle. Donc tu as tracé ton petit projet... Complètement. Ouais, année après année. Année après année, avec toujours un an d'avance. Mais c'est un peu maladif chez moi. J'ai toujours besoin de savoir ce qui va se passer moi, après. J'étais dans la même situation quand j'étais étudiante. C'est vrai. Exactement pareil, c'est-à-dire que... Mais c'est épuisant, hein. Ouais. Parce que du coup, tu ne te reposes jamais. C'est-à-dire qu'au lieu de te dire comme beaucoup de jeunes... Et puis t'es jamais dans le présent, t'es toujours dans le prochain dossier dans un an, etc. Enfin, moi, je sais que j'ai changé ce mode de fonctionnement un peu de manière forcée quand j'ai décidé de quitter la profession. D'accord. Et c'est vrai que ça m'a fait tout drôle de plus savoir quel était le next step. Ah, c'est effrayant. C'est effrayant. Mais il faut trouver l'équilibre, parce qu'effectivement, d'être jamais dans le présent, t'es insatisfait. En fait, ça va avec une insatisfaction chronique, personnellement.
la peur de m'ennuyer, la peur de manquer, la peur de pas avoir de plan. Donc j'ai toujours été 1 an avant, ce qui fait qu'effectivement en faisant la prépa, je savais que je voulais ce magistère. Quand j'ai eu le magistère, je savais que je voulais faire l'année qu'il proposait de césure sur concours pour passer 1 an à l'université de Cambridge en Angleterre. Enfin, tout était... Mais alors du coup, heureusement, j'ai eu de la chance, à chaque fois, ça s'est fait, mais si quelque chose se faisait pas ou se faisait un peu différemment, c'est le drame. Bah, en fait, il y a deux choses. Genre, si ça se fait pas, c'est potentiellement le drame. Et puis l'autre, c'est que... En fait, à être tellement focus sur ce que tu veux pour dans 1 an, t'en oublies potentiellement ce que tu ressens c'est ça, à un instant T. Et enfin, moi, je sais que ça a été mon cas. J'arrive à peu près à identifier le moment où j'aurais pu déjà identifier que le droit, c'était pas ça finalement. C'était pas ça. Et en fait, j'étais tellement focus dans non, après je vais faire ça, et puis après je vais faire ça et tout, que j'étais pas du tout à l'écoute de toi-même, de moi et de tes ce que ressentis. j'aurais voulu. Mais bon, en tout cas pour toi, l'histoire a été différente parce que Encore une fois, je suis peut-être passée à côté de chemins différents, mais en tout cas, ça s'est très bien passé. Effectivement, c'était un choix complètement de partir à Poitiers qui a surpris certains amis parisiens. Ah, t'es allée à Poitiers ? Bah oui, parce drôle. que du coup, le magistère était à Poitiers. Parce que moi, je suis de Poitiers, tu sais. C'est vrai ? Ouais. Ah non, mais moi, si tu veux, l'archétype de la parisienne, mes amis comprenaient pas. Parce que du coup, en fait, à la fin de la prépa, t'as ton entrée, à partir du moment où tu valides où t'as une certaine note au concours de Cachan, t'as ton entrée sur les bancs de la Sorbonne. Donc c'était un choix complet de partir à Poitiers, ce qui a surpris certaines personnes, mais en fait je voulais pas attendre le master pour me spécialiser en propriété intellectuelle, je voulais le faire dès la 3e année. J'avais entendu beaucoup de bien de ce magistère qui était très professionnalisant, avec beaucoup d'intervenants extérieurs, où effectivement, donc dès ta licence, en fait, tu es à étudier déjà un petit peu de droit de l'audiovisuel, le droit des médias, etc. Donc ça m'intéressait vraiment. Il y avait des stages obligatoires, enfin, je trouve que c'était... Clairement, je m'étais dit, c'est pour ça qu'il faudra tout donner pour avoir effectivement de très bonnes notes, justifier que tu sois partie de la Sorbonne, etc. Mais c'est une très bonne voie, en fait. Et donc ça, j'ai pas regretté du tout. Et ça a duré 3 ans, enfin un peu plus, vu que j'ai fait une année de césure. Du coup, ça inclut ton Master 2, enfin t'es ressortie avec un Master 2, quoi. Je suis sortie avec 2 Master 2, parce que du coup, après, en fait, la licence et le M1, soit tu faisais ta année M2 normale avec 6 mois de stage ou 6 mois à l'étranger, soit tu faisais 1 an, et c'était ce que je voulais faire en allant à Cambridge. Et alors du coup, tu te lançais dans un master recherche parallèle en plus. Mais 1 an de césure pour aller à Cambridge, si tu veux, ce n'était pas du tout grave. Ce n'était pas du tout un problème. Ah bah, tu connais Harry Potter ? Voilà, donc c'était magique. J'ai vraiment passé je crois, une de mes meilleures années, sinon ma meilleure année d'études. Alors c'était intense parce que je l'ai pas joué, je suis en Erasmus, pump it up, je m'amuse. Je m'amusais quand même, mais je voulais avoir des très bonnes notes, hein, toujours mon côté taureau dans l'excès. Donc du coup j'ai beaucoup travaillé, j'ai eu des très bonnes notes, mais c'était pas gratuit. Mais c'était quand même magique parce que moi qui sais m'organiser, et du coup, le système anglo-saxon m'allait très bien. C'est-à-dire que finalement, d'avoir peu de cours et de devoir plus travailler de ton côté ou en groupe ou à la bibli, me dérangeait pas du tout. Moi, ça me correspondait très bien. Ça me laissait le temps d'avoir ma petite vie, de me promener en vélo dans la ville, effectivement d'aller à la bibliothèque, si tu veux, la bibliothèque à Cambridge, voilà, c'est juste magique. Donc c'était super, ça m'a fait progresser en anglais, ça m'a fait découvrir le droit anglo-saxon qui n'a rien à voir. Et non, franchement, c'était très triste de rentrer, surtout que j'ai trouvé que... Alors, certes, j'étais dans une des meilleures universités au monde qui coûte très cher. Je suis pas... Voilà, je suis lucide, hein. Mais quand même, il y a une vraie... mise en avant, je trouve, de l'élève. Si tu compares notamment... alors finalement, je n'en ai pas fait, mais par rapport à des classes préparatoires, est-ce que je peux en entendre, à niveau d'excellence équivalent, je trouve qu'on est moins... Comment dire ? On broie un peu moins les élèves, on les laisse un peu plus exister. Alors c'est peut-être superficiel ou artificiel, mais on s'assure qu'ils aient des activités extrascolaires, on s'assure qu'ils mangent et qu'ils dorment bien pendant la préparation de leurs examens. Enfin, moi, c'est la première fois qu'on m'a dit non, demain, vous révisez pas. En classe prépa, on me l'a dit un peu aussi, mais
Je sais pas, j'ai trouvé que c'était plus dans l'épanouissement. Mais une fois encore, j'étais là qu'un an, quand même venant d'un pays extérieur, donc c'est peut-être une idée fausse, mais ouais, on est plus dans l'autonomie de l'élève, son épanouissement. Donc ça, c'était super, une super expérience. Et c'était super que l'université de Poitiers nous offre cette expérience parce que, en plus, pour l'anecdote, moi, c'est vrai que du coup, je me suis retrouvée avec l'équivalent d'un LLM, mais aux frais d'un Erasmus. Donc ça, c'était quand même magique, quoi. C'est le cas de Guillaume Arrigui aussi, qui a fait ça avec... c'était l'université d'Aix-en-Provence. Ouais. Pareil, il s'est mis dans avec un Cambridge cursus. Alors, je sais plus si c'était Cambridge ou si c'était une autre université, mais en tout cas... Et il le dit, voilà, moi j'ai payé des frais d'inscription de fac et je bon, après, ça avait un coût, la vie là-bas, sûr, ouais. voilà. Mais c'est vrai que j'ai vraiment l'impression de je suis devenue très amie avec un garçon qui est devenu avocat aussi, qui faisait un LLM. Et sincèrement, nos vies étaient les mêmes, nos cours étaient les mêmes. Je bossais même un peu plus, Clément, si tu écoutes. Mais voilà, donc ça, c'est vrai que c'était une chance, clairement. Dans tout ce parcours global, que ce soit ta prépa, le magistère à Poitiers, est-ce que tu as fait des stages à un moment? Alors, comme je te le disais, les stages étaient obligatoires au magistère. Donc, dès l'année de licence, tu as un stage obligatoire. Alors, avant ça, j'en avais fait un ou deux, mais soyons sincères, hein, les stages en première année de fac, enfin moi c'était donc la prépa, mais c'est pareil, c'est des stages d'observation. Ouais, mais même des stages d'observation, tu les avais fait où? Je les avais fait en cabinet. Alors clairement, bon, je pense que c'est pour beaucoup de gens pareil, les premiers stages c'est via ton réseau, hein, parce que t'as pas beaucoup d'expérience à vendre. Un avocat ami de la famille qui m'avait reçu dans son cabinet en droit des sociétés. Donc c'était intéressant. Après voilà, ça m'avait pas... J'avais pas eu toujours pas de révélation pour le métier d'avocat. Mon premier stage plus sérieux, c'était donc en licence. Je l'avais fait chez McCann, en droit de l'audiovisuel et de la communication et de la publicité. Là, c'était passionnant. Et donc, moi, je m'étais plus... Avec la directrice juridique, pardon. Je m'étais plutôt dit, j'ai envie d'être dans une entreprise, en fait, je pense. Donc, non seulement j'avais pas la vocation d'avocat, mais je me disais même plus, finalement, c'est l'entreprise. Pourquoi ? Parce que, alors déjà, je pense que t'as toujours des personnes qui ne vendent pas vraiment le métier d'avocat, qui disent que c'est un métier dur, que voilà, que t'as pas de vie, etc. Donc ça te fait très peur quand t'es un petit étudiant tout jeune, même si t'aimes beaucoup bosser comme moi, ça fait peur. Et puis parce que comme moi à l'époque c'était le droit de l'audiovisuel et du cinéma qui m'attirait, c'est des boîtes sympas quand même, tu vois, c'est des boîtes dans la pub, dans la prod, donc t'es dans du concret, dans des beaux projets qui se réalisent. Moi, c'est vrai que chez McCann, c'était une très belle boîte, les gens étaient très sympas. J'étais au contact, du coup, de gens qui ne font pas du droit, et c'est ce que je trouvais agréable, d'échanger, alors même si tu les embêtes un peu, parce que tu leur dis qu'ils vont pas pouvoir utiliser le mot passionné pour vendre de la bière, tu les embêtes un peu. Mais c'est ce côté concret, avec des gens qui font pas du droit, cette ouverture d'esprit que j'aimais bien. Mais je pense... avec du recul, que c'est aussi juste que j'étais un peu jeune et que j'avais pas fait encore un stage en cabinet où j'avais une révélation, mais voilà. Donc c'était l'image que j'avais à l'époque, pas forcément une image très positive du métier, ce qui a changé après. Ça, c'était mon premier stage. Mon deuxième stage, c'était dans un cabinet d'avocats, qui s'est très bien passé. Alors pour le coup, c'était en droit IT pur, logiciel, etc. Là, ça a commencé à venir un petit peu, mais... pas encore, parce que je pense qu'à l'époque, j'étais un peu éprise quand même de mon petit rythme, de ma liberté, et même si j'aimais beaucoup bosser, j'aimais pas trop le côté devoir rester tard pour rester tard. Tout cet aspect du métier me faisait très peur. Et c'est quelque chose que tu as pu voir du coup dans tes stages, un peu cette espèce de plage horaire imposée, dans ce stage-là un petit peu, oui. Mais je pense que je m'en faisais une montagne pour rien en réalité, tu vois. Je pense que j'étais pas prête, parce que c'était pas non plus un cabinet de tortionnaires du tout. Hein. Mais voilà, ça me faisait encore trop peur. Du coup, mon stage final de Master 2 au retour de Cambridge, je l'ai fait dans une agence artistique. En réalité, j'avais pris contact un an avant, on est toujours dans ce un an d'avance, avec la directrice juridique, parce qu'une des agents principales de cette boîte qui s'appelle UBBA, c'était la sœur du directeur de mon magistère de l'époque, Céline Camina. Et du coup, on avait beaucoup accroché et elle m'avait dit « mais ça sera plutôt pour ton Master 2 parce qu'on veut des gens en 6 mois, mais pas de souci, tu m'appelles et tout ».
Et donc je l'avais rappelé, et là, alors là, ça s'est super bien passé, j'étais dans mon élément, j'étais trop contente, limite j'avais envie de devenir agent après ça. Parce que voilà, il y a un petit côté paillettes, t'es sur des beaux films, des beaux auteurs, des grands comédiens, c'est une grosse agence. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Mais je me suis quand même dit, je vais m'inscrire pour passer l'entrée à l'école d'avocat, parce que dans tous les cas, c'est une corde à ton arc, c'est plus de stages, tu sauras plus ce que tu veux faire. Donc voilà, mais clairement du coup la balance était plus du côté entreprise à l'époque, quoi. T'avais, au moment de ce stage de 6 mois, t'avais une offre d'emploi après ou... Alors à l'issue de ce stage, non, parce qu'il n'y avait pas de budget, il n'y avait pas de création de poste. Mais quand un peu après, donc j'ai préparé l'examen, et en fait très vite je me suis dit bon, je vais jamais avoir l'examen à l'entrée d'école d'avocat, du coup il faut que je me trouve un stage. Et au mieux, j'ai l'entrée à l'école d'avocat et ça sera mon stage PPI, ou mon stage avocat, enfin bref. Au pire, j'ai pas l'école et ça me fait un plan B. Et il s'avère qu'en fait, j'ai eu 2 plans A, parce que du coup, j'ai eu l'entrée à l'école d'avocat et j'ai eu le stage. Enfin, j'ai eu plus qu'un stage. En fait, en discutant avec la directrice juridique de l'offre de stage, il y avait aussi une offre de CDI. C'était un cabinet de conseil dans l'audiovisuel et le numérique. Et au fur et à mesure, on a beaucoup accroché et je sais pas ce qui m'a pris, j'ai un peu candidaté pour les deux. Enfin, je jouais un peu sur les 2 tableaux. Et 1 heure après l'entretien, la directrice juridique m'appelle et elle me dit, le poste en CDI est à toi, mais du coup, tu vas devoir faire un choix. Alors, je te dis pas la nuit blanche. Qu'est-ce que je choisis? Parce que j'ai un poste qui m'attire énormément, qui est sûr, ou continuer le concours, mais pas sûr, et puis voilà. Et j'ai une amie très sensée, ou très folle, je sais pas, celle qui est normalienne, qui me dit non mais là de toute façon t'as pas de questions à te poser, t'acceptes le job, tu passes le concours, et tu verras en fait. Je dis oui, c'est vrai. C'est un petit peu fatigant, mais c'est vrai. Et donc c'est ce que j'ai fait, j'ai eu le concours, ma boss s'est réjouie pour moi, mais voilà, elle m'a dit par contre tu rentreras pas à l'école en janvier parce que tu viens d'arriver, donc c'est normal. Hein. Et comme tu le sais sûrement, l'entrée à l'école d'avocat, c'est un acquis. Enfin, je sais pas ce qui s'est passé avec la réforme, mais voilà, tu peux décaler. Donc je me suis dit, ok, pas de souci, je décale d'1 an. De toute façon, j'étais pas en retard, voilà. Et j'ai décalé 1 an, et 1 an après, je lui ai dit, voilà, par contre, je vais pas décaler indéfiniment. Tu sais ce que c'est, parce qu'elle-même avait le CAPA. Et je voudrais le faire en régime salarié. Et elle m'a dit, écoute, je comprends, on fera en sorte que ça marche, donc je l'ai fait en salarié. Et du coup, c'était super parce que au final, j'ai eu une expérience professionnelle de 2 ans et demi, si tu inclus cette année où j'ai attendu, la période de cours, la période PPI que j'ai fait dans mon taf. Et donc, c'était super. Et puis ça m'a fait découvrir un métier que je ne connaissais pas du tout, qui sont les affaires publiques, réglementaires, institutionnelles. Parce que du coup, j'étais consultante droit et affaires publiques. Et ça, je pense que c'est un métier, si t'as pas fait peut-être, je sais pas, Sciences Po ou des études plus comme ça, tu connais pas trop. Et toi, pourquoi tu t'étais dirigée vers ce poste? Parce que, en fait, j'en avais entendu parler via une amie qui m'en avait parlé. Et du coup, c'est vrai que je me disais, ça me correspond bien. Parce qu'il y a le côté droit, mais il y a aussi ce côté un peu communicant, un peu lobbying, un peu dans l'étude, dans le prospectif, anticiper les tendances. Parce que donc c'est un cabinet de conseil, par exemple à l'époque où je suis rentrée, qui faisait une étude sur les tendances à venir. Et donc nous on était sur la partie juridique, mais tu avais aussi un pôle plus sur qu'est-ce qui va se créer en termes de nouveaux contenus médias. Voilà, nos clients, pour le coup, je peux dire les noms, c'était TF1, c'était Lagardère, c'était Orange, enfin, c'était vraiment des grosses boîtes, en fait, de l'audiovisuel et des télécoms, aussi des nouveaux arrivants. Et du coup, c'était, passionnant. Donc, en fait, si je comprends bien, avant d'exercer comme avocate dans ce secteur, t'as quand même fait des choses très différentes, parce que t'as été donc dans une agence pour boîte de prod, quoi. Ouais. Enfin, agence artistique, du coup, comédien, mais bon. Agence artistique, comédien. T'as eu dans une boîte, chez une boîte de pub. Donc ça, c'était la... Oui, McCann, tout à fait, pardon, oui. Le cabinet en IT.
Ouais, et puis ensuite, Et ça, mon plus dans le expérience conseil... Et j'ai zappé quelques stages, mais j'ai eu aussi un stage chez une avocate en propriété littéraire et artistique. Voilà, j'ai eu d'autres petits stages intéressants aussi, dans une autre boîte de prod. Ouais. Et donc, en terminant tes études, en regardant un peu tous ces apports-là que tu t'étais constitué avec tous ces stages... Qui au final était très audiovisuel, hein, si on cherche le lien quand même... Le secteur était... Voilà, t'étais, bien évidemment, il y a une cohérence dans le secteur et tout, mais le contenu de tes tafs a l'air d'avoir été assez différent, finalement. Ouais, complètement. Rétrospectivement, à ce moment-là, quand tu regardes un peu ce que t'as acquis comme savoir et découvert, et qu'est-ce que tu t'es dit, en fait ? Est-ce qu'il y avait quelque chose qui t'avait plus plu ? Est-ce qu'il y a des activités où tu t'étais dit « Ah ben, ça, franchement, en fait, ça me correspond pas trop ». Je me suis dit, alors ça change maintenant, mais à l'époque, je me suis dit, ça peut surprendre pour quelqu'un qui finalement veut devenir avocat. Le contentieux, c'est pas pour moi. J'adore le conseil, j'adore la stratégie, j'adore anticiper ce que va être le droit, influer sur ce que va être le droit. Tout ça, ça vient surtout en fait de mon expérience chez NPA, qui est en fait la plus longue. Hein. En vrai, 2 mois de stage, ça t'apporte pas grand-chose, aussi géniaux que soient tes mentors. Non, mais tu vois quand même voilà. un univers. Non, tu vois un univers. Tu vois ce que font les gens en termes de contenu de travail, quoi. Non, c'est sûr. Mais c'est vrai que ce que m'a apporté... Enfin, je pense que l'étape cabinet de conseil a été assez décisive. Parce que vraiment, je me suis dit, je veux garder ça dans mon métier par la suite. Et en même temps, tout en adorant ce métier, au moment où il a fallu que je le quitte, parce que dans tous les cas, je devais faire mon stage final en cabinet d'avocat, même si j'étais en régime salarié. Et donc, j'ai fait une rupture conventionnelle avec mon cabinet de conseil. Et de toute façon, la directrice juridique qui m'avait recrutée, qui était un peu mon mentor, que j'aimais énormément, était partie pour redevenir avocate. Donc ça, c'est assez rigolo. Je me suis dit, j'ai fait le tour. Et là, l'appel de la robe était quand même assez fort. Parce que je me suis dit, t'es trop jeune pour, entre guillemets, t'enfermer tout de suite dans la voie conseil entreprise, alors que tu vas avoir le diplôme. C'est dommage. Vois quand même plus loin qu'un stage de 3 mois en cabinet d'avocat. Et j'avais eu des échanges... j'avais mon stage 1 an à l'avance, toujours. J'avais eu des échanges avec un des associés du cabinet où je travaille actuellement, de Cole Florence et Associés. Et du coup, j'avais mon stage. Et là, ça a été la révélation. C'est-à-dire que, alors c'est pas pour envoyer des fleurs à mon cabinet, mais j'en envoie nécessairement. Pour le coup, ça a été la révélation parce que mon stage, alors j'y suis allée, mais alors je te dis pas, les vacances de Noël avant d'y aller, c'était horrible. J'avais des crampes à l'estomac, moi, tout passe par l'estomac. C'était horrible parce que je quittais, je savais ce que je quittais, je savais pas ce que j'allais trouver. J'étais très bien où j'étais, même s'il y avait peut-être un petit manque de perspective, etc. Mais voilà, quand même, j'étais bien et je sais pas où j'allais. Je redevenais stagiaire alors qu'un mois avant, j'avais un stagiaire, donc c'était un peu perturbant. Même si, clairement, j'étais un bébé avocat, mais quand même. Et là, ça a été la révélation parce que j'ai adoré les gens avec qui j'ai travaillé, j'ai adoré les dossiers sur lesquels j'étais, j'ai adoré ce que je voyais en termes d'ambiance, parce que tu peux pas comparer l'ambiance avec tes stagiaires avec l'ambiance que tu vois, mais je voyais que les collaborateurs avaient l'air épanouis, qu'ils avaient l'air quand même d'avoir, même s'ils bossaient beaucoup, qu'ils avaient l'air d'avoir une vie privée. Toute l'image négative que j'avais de l'avocat s'est renversée. Alors oui, je voyais que les gens bossaient beaucoup et que c'était des horaires, mais ça me dérangeait pas. Moi, ce que je voulais, c'était pouvoir exister. Je pense que tu acceptes très bien, en fait. Enfin, si t'es quelqu'un pour qui c'est pas un problème que le travail prenne beaucoup de place dans ta vie, parce que ça, c'est un choix. Moi, ça me dérange pas. Mais ça me dérange pas, mais pour l'accepter, il faut que ce travail soit valorisant. Si j'existe pas, si on m'écrase, si on m'envoie... je vais dire un truc un peu violent, mais si on m'envoie mes conclusions à la figure, ou voilà, ça aurait pas marché. Mais à partir du moment où les gens sont humains, ça veut pas dire qu'ils sont pas exigeants, hein, c'est pas pareil pour moi. Où ils sont exigeants mais humains, où ils te mettent en avant, où ils savent te dire ça c'est mal fait mais ça c'est bien fait. Mais moi j'avais envie de tout donner. Et d'ailleurs, du coup, je pense que j'ai tout donné pendant ces 6 mois. C'était je veux ma collaboration ici. En plus, on sait que c'est plus simple d'être recruté où tu fais ton stage que de trouver une première collaboration ensuite. Donc là, laisse tomber, je me suis mis... voilà, cette vue d'esprit, je bossais beaucoup parce que je voulais absolument décrocher. Et en plus de tout ça,
je pouvais continuer à faire des affaires publiques parce que j'avais repéré qu'un des associés en faisait. Et donc je lui ai tout de suite dit « Coucou, c'est moi, je veux faire des affaires publiques pour toi ». Donc ça, j'étais super contente de retrouver ça, même si c'est pas quelque chose que je faisais au quotidien, mais d'avoir quelques dossiers là-dedans. Et voilà, et du coup, alors ils ont un peu attendu pour me le dire, mais c'était malin, je pense. Et j'ai... toujours ça. Voilà, et j'ai su donc vers la fin de mon stage que j'étais prise. Et j'ai enchaîné en fait direct en tant que juriste et après prestation de serment. Et là, du coup, j'y suis... si on compte ce stage final, j'y suis depuis janvier 2017. Et j'ai prêté serment en janvier 2018. Ah, donc c'est tout récent. C'est tout récent. En fait, ça fait 5 ans que je travaille, ouais. Mais c'est tout récent que j'ai vraiment, que je suis enregistrée auprès du barreau. Mais ça a été la révélation en conseil, mais aussi en contentieux. Même si j'avoue que pour le moment, je préfère le conseil. Mais c'est peut-être aussi parce que je suis plus dans ma zone de confort, parce que ça fait vraiment 5 ans que je fais du conseil. Ça fait pas 5 ans que je fais du contentieux, donc c'est peut-être pour ça aussi. Mais j'adore le conseil. Et là, pour le coup, j'arrivais avec une certaine... tout en étant très modeste et en ayant tout à apprendre, j'arrivais avec une petite avance, entre guillemets, par rapport à quelqu'un qui sortait vraiment d'école, parce que quand même, j'avais fait ça pendant 2 ans et demi. Voilà. Donc, pas à négliger. Et d'ailleurs, quand je comparais la Nina pendant son stage chez De Gaulle, a fortiori à l'issue de son stage, et la Nina à l'entrée de chez NPA en cabinet de conseil, c'était pas la même. J'avais 2 fois plus de rigueur, je savais 2 fois plus comment parler à un client, toutes ces choses-là que j'avais déjà apprises pendant mon expérience cabinet de conseil et qui continuent à se développer. Mais ça, c'est... De toute manière, c'est un métier de... C'est un métier où t'as jamais fini d'apprendre. Moi, c'est ce que j'adore dans ce métier, en fait. C'est que c'est très, très stimulant intellectuellement. C'est épuisant, parce que t'as jamais vraiment fait le tour, je pense. Surtout dans mon cabinet où t'es pas vraiment enfermé dans une matière, mais où quand t'es en IPIT, t'es vraiment en IPIT. Donc, dans une même semaine, tu peux faire de la robotique, puis de la contrefaçon pour une marque de vêtements, puis, tu vois, puis de la santé. Et ça, c'est important pour toi ? Pour le moment, oui. Je dis pas que à terme, j'aurais pas envie d'être plus spécialisée, mais pour le moment, oui. Après, clairement, moi, je suis quand même plus, de par mes passions, de par l'actualité, de par peut-être mes affinités avec certains associés, je suis plus quand même en techno maintenant. Et étonnamment, parce qu'alors il y a 10 ans, j'étais pas geek pour dessous, c'est ce qui me passionne le plus aujourd'hui. Plus finalement que le droit du cinéma et tout, tu vois. Qu'est-ce qui te passionne là-dedans ? J'aime beaucoup, je crois, être au plus près de l'innovation. Le droit est souvent plus nouveau. Par exemple, nous, pour donner un exemple parmi d'autres, au cabinet, on travaille beaucoup sur l'intelligence artificielle. Et moi, j'ai la chance d'avoir des dossiers déjà très concrets sur ça. Et aussi d'être, et je l'ai été dès mon stage, sur des sujets prospectifs dans le domaine. Donc, c'est-à-dire qu'à la fois, j'aidais des associés sur des dossiers concrets, mais aussi, par exemple, à participer à l'époque au rapport Francia qui a été remis à François Hollande, ensuite à celui remis à Villani. Donc, être à la fois dans l'opérationnel sur le terrain, mais aussi dans le qu'est-ce que ça va être après, qu'est-ce que l'intelligence artificielle soulève comme nouvelles questions, etc. Mais alors ça, c'est juste passionnant, je trouve. Parce que, enfin, moi, en tout cas, ça m'a passionné. Parce que tu te poses des questions où il n'y a pas encore vraiment de réponse, où il y a plusieurs réponses possibles, il y a plusieurs thèses qui s'affrontent, par exemple en matière de responsabilité du robot, etc. Et ça, j'ai trouvé ça juste passionnant. Et il y a un domaine aussi où je suis très investie au cabinet et où j'ai la chance qu'on me confie beaucoup de responsabilités, c'est sur tout ce qui est protection de la donnée personnelle et de la vie privée au sens un peu élargi. Donc exploitation, protection de la donnée. Et ça, c'est un domaine dans lequel, entre guillemets, je suis un peu en train de me spécialiser, même si je dois pas trop utiliser ce terme parce que... Il n'y a pas de certificat. Voilà, il n'y a pas de certificat, machin. C'est bien, tu connais la déontologie. Et puis à mon cabinet, on est open. mais en vrai, c'est un peu sur ça que je me spécialise. C'est ça que je lis le plus tous les jours quand je fais ma veille presse. C'est ce sur quoi j'échange avec... des amis qui sont dans la tech, que ce soit dans le droit ou pas dans le droit, par exemple Aurélie Jean, qui est mathématicienne, qui est devenue une amie et sur qui on échange, avec qui j'échange sur, par exemple, la responsabilité algorithmique, etc.
Ça, c'est des sujets que je trouve vraiment passionnants. Et puis la protection de notre vie privée en ligne, c'est quelque chose qui te touche en tant que citoyen. Alors moi, je travaille quand même plus du côté des entreprises, mais je trouve ça passionnant justement de vendre à tes clients la protection de la vie privée comme quelque chose vraiment d'essentiel pour demain en fait, et de pragmatique et d'un argument, et qui peut être un argument marketing, qui peut être une source de valeur ajoutée pour tout le monde. Tu disais tout à l'heure que quand tu es arrivée dans ce cabinet stagiaire, tu as sonné les cloches, non, c'est pas la bonne expression parce que ça a un autre. Je me suis manifestée. Tu t'es manifestée auprès d'un des associés en disant voilà, je vois que vous faites ça m'intéresse et en plus j'ai peut-être des compétences qui peuvent vous servir. Et là, je t'entends parler du fait que il y a ce domaine particulier de protection des données personnelles au niveau des algorithmes, etc., qui t'intéresse tout particulièrement et dans lequel tu veux faire un focus pour éviter le mot spécialisé, ce qui t'empêche pas de traiter tous les autres dossiers pour ton cabinet, mais en tout cas toi, d'un point de vue très personnel, c'est ce sur quoi tu as envie de mettre ton énergie dans ton développement intellectuel. Est-ce que c'est intéressant ce que tu disais par rapport au fait de t'entourer, tu vois, la mathématicienne, est-ce que c'est une démarche que tu fais comment est-ce que tu fais cette démarche en fait? Est-ce que c'est des personnes qui sont déjà dans ton environnement et que du coup avec qui tu échanges parce que voilà, ou est-ce que c'est des personnes que tu contactes parce que tu vois qu'elles font quelque chose qui est intéressant et qui est complémentaire ou qui peut supporter toi ta réflexion et que du coup tu les contactes pour dire voilà, moi je travaille là-dedans, j'aimerais bien qu'on discute là-dessus. Enfin, je pense que alors clairement, c'est un mix, c'est-à-dire que parfois j'ai la chance d'être entourée de gens qui sont dans ces domaines-là, et alors je rassure, je choisis pas mes amis en fonction de ça quand même, je suis pas obsessionnelle à ce point, mais parfois j'ai la chance d'avoir même mon ami travaille dans le digital, donc j'ai la chance de pouvoir échanger avec ces gens-là, mais sinon non, ça m'est arrivé très souvent, et Aurélie est un exemple, d'aller au-devant de gens ou de croiser leur chemin, parce que maintenant avec le cabinet j'ai la chance de rencontrer beaucoup de personnes parce qu'on a nos clients avec qui on échange et dont on apprend autant qu'on leur apprend des choses, ça c'est clair et net, mais aussi on fait beaucoup de conférences, on écrit beaucoup d'articles. Moi j'ai la chance, et ça c'est quelque chose qui me plaît aussi dans ce cabinet parce que c'est pas forcément le cas de tous, de co-signer des articles avec des associés, ou même j'en ai écrit seule, ou de participer à des conférences. On te fait confiance si tu prouves qu'on peut te faire confiance. Et oui, ça, c'est quelque chose d'important. C'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que toi, tu as besoin de pouvoir exister. C'est ça. Et d'avoir une place, pas juste en tant que sous-main, en fait. Petite fourmi, ouais. Exactement. Et je suppose que tu prends les devants pour que cet espace d'existence... Bien sûr. Mais parfois, tu prends les devants, et si on te le permet pas, on te le permet pas. Non, mais tu ne serais pas resté dans un cabinet qui te le permettait pas. Et oui, après, je serais peut-être pas partie au bout de 2 mois non plus. C'est vrai qu'il faut gagner sa vie, il faut trouver. Mais non, c'est vrai que j'aurais sûrement cherché ailleurs, c'est ce qui me retient. Mais clairement, en tout cas, comme tu mets en avant, faut... tu vois, par exemple, les articles, les conférences, est-ce que c'est le cabinet qui t'a dit Nina, faites ci, Nina, faites ça, ou est-ce que c'est toi qui as proposé, tiens, il y a ce sujet C'est vraiment un mix des deux. C'est-à-dire qu'il y a plein de fois où, par exemple, une associée avec qui je travaille beaucoup, notamment en tout ce qui est données perso et santé, dès qu'elle a l'occasion de me proposer qu'on signe un papier ensemble ou autre, ou d'animer une conférence, elle le fait. Elle me propose et moi j'accepte avec plaisir. Et puis il y a des initiatives personnelles. Moi je sais qu'à un moment j'avais été contactée parce que je crois que mon nom avait circulé à un moment dans un répertoire qui s'appelle Les Experts sur Internet ou quelque chose comme ça, et du coup j'ai eu souvent des journalistes qui m'ont appelée. J'avais fait un interview pour 20 minutes, j'en avais fait un pour Mind Media, et Mind Media après m'avait proposé de ne pas hésiter à proposer des tribunes ou des articles, et donc là c'est venu de moi. Et à l'inverse, moi j'allais chercher un associé que j'aime bien ou que j'estime le plus compétent sur un sujet pour signer un article pour ça. Donc c'est vraiment les deux, et je pense que c'est ce qui est agréable, c'est ce qui est valorisé, parce que du coup, je mets en avant une compétence de business développement, ce qui est important pour un cabinet, sans jamais, tout en le faisant toujours avec beaucoup de modestie, parce que je pense qu'il faut surtout pas être dans l'arrogance ou quelque chose comme ça. Enfin, je reste à ma place, je suis collaboratrice. Mais tu
Tu leur offres voilà. Tu leur proposes de la valeur ajoutée. Je pense que d'ailleurs, s'il y a il n'y a pas de mal à ça, en fait. Bah voilà, et je pense que s'il y a des étudiants qui écoutent, faut bien comprendre même que... des jeunes avocats. Oui, ou même des jeunes avocats qui n'osent pas. Enfin, faut oser, en fait. Faut oser, faut se manifester. C'est un métier où, clairement, faut oser. Parce que... Enfin, de toute façon, je pense que dans toute carrière, ta carrière ou tes études, elles sont ce que t'en fais. Alors c'est vrai qu'il faut pas qu'on te mette des bâtons dans les roues, mais à partir du moment où t'es dans une ambiance correcte, etc., où t'as pas un fou au-dessus de toi, etc., ta carrière, elle est ce que t'en fais. Et donc, moi je pense que la chance, ça se crée, il faut quand même créer les conditions de ta chance. Je sais pas, enfin ça vient pas de moi, hein, il y a 10 000 vidéos sur YouTube qui le disent. Donc du coup, moi j'ai toujours essayé de créer ma chance. Tu vois, c'est comme quand je suis étudiante et quand t'es étudiante et que tu vois quelqu'un qui a un parcours qui t'intéresse, moi ça m'est arrivé plein de fois d'écrire à cette personne, alors une fois sur deux elle te répond pas. Mais une fois sur deux, elle te répond. Ou de demander, moi je me rappelle que quand même le métier d'avocat, quand il a commencé vraiment à m'attirer, donc à la fin de mon Master 2 et quand j'ai commencé mon cabinet de conseil, c'est un ami avocat de mes parents que j'ai trouvé passionnant et pour le coup qui m'a beaucoup donné envie de ce métier parce que il m'a montré que l'avocat, c'était pas que l'aspect négatif que ce qu'on peut avoir parfois comme image, ou l'image fausse qu'on peut avoir en regardant Suits et Ali McBeal, mais il m'a montré aussi que c'était un métier, au contraire, créatif, dans la parole, pas si éloigné finalement de mes premières ambitions de jeunesse, où justement t'es tout le temps challengé intellectuellement, où t'as jamais fait le tour, où faut aussi avoir beaucoup de modestie, parce que ta vie, c'est pas tes clients, voilà, tout ça, ça peut s'évaporer aussi demain, et il m'avait vraiment donné l'envie et je l'avais contacté. Et moi, aujourd'hui, quand on me contacte, j'hésite pas à répondre à des étudiants parce que je trouve ça trop mignon. J'ai envie aussi d'être peut-être la personne qui a dit quelque chose, qui a fait un déclic, tout comme moi, il y a des personnes comme ça qui ont été marquantes dans mon projet de vie. Et donc, faut pas hésiter effectivement à aller contacter les gens. Alors parfois, c'est pas évident, c'est sûr. Quand tu te retrouves avec une conférence avec 60 personnes et qu'il y en a 10 avec qui t'aimerais parler, ça se fait pas toujours. Mais bon, même si une fois ça va être une, puis après ça va être deux. Du coup, t'apprends beaucoup, je trouve, en échangeant avec les gens sur ces sujets-là. J'ai un peu fait une énorme digression. Non, mais je t'avais dit, je t'avais prévenu en deuxième partie d'interview. C'est dur, mais faut se manifester. Mais il faut, et c'est tout l'objet de ce podcast. Et je pense de tes formations aussi, et des podcasts, c'est-à-dire de savoir se mettre en avant. Mais effectivement, avec toujours beaucoup de modestie. Moi, j'ai pas du tout envie de passer pour quelqu'un d'arrogant, d'autocentré. C'est de la curiosité, en fait. J'ai fait une interview, c'est celle qui sera diffusée la semaine dernière. C'est ma dernière interview d'été. Ouais, la semaine prochaine ? Ouais, la semaine prochaine, effectivement. La semaine dernière, c'était autre chose. Et donc, c'est une dessinatrice, je peux le dire parce que l'épisode sera paru. C'est une dessinatrice dont le travail, avocate et dessinatrice, et dont le travail en tant que dessinatrice est très apprécié, et sûrement en tant qu'avocate aussi. Et je lui demande à un moment si elle est fière, parce qu'elle dit qu'elle est fière de son personnage, du petit personnage qu'elle dessine, et je lui ai demandé si elle était fière d'elle. Et elle m'a dit, elle n'a pas été capable de répondre à cette question, elle a dit c'est très vaniteux de dire qu'on est fier de soi. Et c'est une question à lancer à tous les auditeurs. Moi, je pense pas. Je pense qu'on peut être fier de soi sans vanité. Enfin, il y a pas de mal à reconnaître ce qu'on peut avoir accompli, et ça n'empêche pas qu'il y a toujours une énorme marge de progression. Oui. Et que... Mais moi, j'aurais du mal à le dire aussi. Hein. Je suis fière de certaines choses que j'ai menées à bout. Comme c'est des petits détails, mais ouais, des petits détails de vie, d'avoir toujours eu mes petites mentions qui sont bien là, bien rassurantes, même si elles ne servent pas à grand chose, d'avoir eu un First Class Honours à Cambridge, d'avoir eu donc ce travail au cabinet de Gaulle, d'avoir reçu certaines propositions, tu vois, des petites choses comme ça, mais tout comme je suis aussi très fière d'avoir rencontré mon ami, des choses plus personnelles, hein. Moi je pense que... Ah oui, je parle au sens très large, ouais. Mais je serais incapable de te dire que je suis fière de moi parce que j'ai le gros défaut, dans ma vie privée comme professionnelle, de me comparer à des gens qui sont, en apparence en tout cas, plus haut que moi, plus loin que moi, et donc je me compare trop, je pense. Ce qui fait que du coup je peux pas être fière de moi. Ce qui est drôle parce que... Enfin, c'est pas drôle, mais... C'est amusant parce que la fierté de soi, moi je la mets pas au même plan que la comparaison. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que
la comparaison, je vais me dire, je suis pas encore aussi bonne que cette personne, je suis pas encore aussi... plein de choses que cette personne. Je sais pas encore faire un handstand en yoga. Ouais, tu vois, 1000 choses. Mais ça m'empêche pas d'être fière de moi pour des choses que j'ai faites. Tu vois ce que je veux dire? En fait, je les mets sur deux plans. J'apprends à faire ça. Analytiquement, moi, j'apprends je le à mets faire ça. sur deux plans différents. J'apprends à faire ça. Mais j'apprends à faire ça. Et ça m'arrive, oui, d'être fière de moi, d'un travail que j'ai rendu, ou à l'inverse, de pas être contente de quelque chose que j'ai fait, et de le dire objectivement. Je suis pas dans le... Je m'auto-flagelle pas quotidiennement non plus, hein, mais... en tout cas, de dire dans un podcast « je suis fière de moi », c'est sûr que on a peur que ça sonne prétentieux, c'est normal. Après, je suis quand même heureuse de ce que j'ai accompli, c'est sûr. Je referai pas grand-chose. Et là, dans tes projets, alors comme tu as toujours un an d'avance, j'ai envie de te dire, et qu'on est en plus à la fin de l'été, donc c'est le moment parfait de comment est-ce qu'on se projette dans l'année qui vient. En plus, il paraît qu'en un point de vue astrologie, je vais avoir un alignement des planètes comme jamais, écoute. Écoute, je te le souhaite. Donc j'espère. Non, là, c'est vrai que je suis un peu... je sais pas si c'est parce que j'approche des 30 ans, mais je suis un peu en panique. Écoute, je vais reprendre le travail lundi, donc j'espère avoir une to-do list passionnante avec des super dossiers. Je vais me remanifester pour être toujours sur plus de sujets, quand même maintenir la diversité, même si, comme je te disais, j'aime bien toujours plus me spécialiser dans tout ce qui est protection de la privacy, etc. Mais je veux quand même avoir tout le scope de la tech, et donc c'est large, pouvoir faire du contentieux informatique, pouvoir faire aussi de la compliance plus générale sur d'autres programmes que celui de la privacy. Donc ça, je vais me remanifester. Je l'avais pas fait avant de partir en vacances, j'avoue, parce que j'avais déjà des dossiers à boucler et que je voulais pas partir avec du travail. Non, mais c'est normal, c'est malin. Je pense. Hein, on a besoin de repos aussi pour être plus performant. Donc ça, je vais me remanifester. Je songe aussi à passer quand même un certificat dans ce domaine-là, de l'Association européenne de protection des experts en fait de la protection des données. Mais c'est quand même un coût assez conséquent, donc il faut que je me décide. Et je suis devenue membre déjà, c'est un premier pas. C'est surtout ça, saisir toute opportunité qui se présentera, de prendre la parole, d'écrire, sur tous ces sujets-là. Être encore plus rigoureuse sur ma petite veille presse, média du matin, parce que c'est vrai que parfois, quand t'es sous l'eau, tu décroches un peu. Donc c'est ce que tu te fais une veille presse tous les matins dans ton J'essaye. Qu'est-ce que tu lis? Je lis, j'ai certains médias, par exemple Next Impact, que j'aime beaucoup, avec Marc Ries, qui est brillant sur ces sujets-là. J'ai des amis aussi, un copain qui a un très très bon site qui s'appelle Aeon en nouvelle tech, qui envoie, alors lui mâche un peu le travail parce qu'ils envoient une newsletter qui est franchement génialissime. Abonnez-vous. Je lis plein d'autres supports, Mind Media aussi, etc. Les échos, plus classiques. J'adore écouter des podcasts aussi sur ce domaine-là, comme Vlan, dont on parlait de Greg. Donc j'essaye de faire ma petite veille. Alors après, tous les jours, ça dépend, parce que c'est vrai que si j'ai un rendez-vous client à 8h du matin, je vais pas le faire, mais j'essaye quand même de rester, même si c'est que les headlines, quand vraiment je suis sous l'eau, de rester un peu active sur ces sujets, de montrer que je le suis aussi, parce qu'il faut quand même le montrer pour tes clients, etc., sur Twitter, sur LinkedIn, etc. Ouais, donc tu prends un vrai temps pour le faire savoir. J'essaye vraiment. Parfois c'est le midi aussi, le midi c'est un peu plus calme, j'ai tendance à rester à mon bureau quand je vais pas au yoga. Et donc, tu dédies combien de temps à ça ? Cette veille par exemple, ça te prend combien de temps ? Je peux pas te le dire quotidiennement parce que clairement, une fois encore, quand j'ai beaucoup de boulot, ça saute, mais si je dis par semaine, quitte à le faire le week-end quand j'ai pas le temps, franchement, pour le coup c'est une gymnastique que je m'impose, c'est-à-dire que si vraiment j'ai pas eu le temps dans la semaine de le faire, mais t'as toujours un peu de temps, ne serait-ce que quand tu cuisines ou quand tu te prépares le matin, quand tu te maquilles. J'écoute au moins France Inter, des choses comme ça. Mais le week-end, je me force un peu. Je dirais que ça représente quand même en moyenne 2 heures par semaine. Mais ça peut être 8 si je suis en train d'écrire un article. Oui, voilà. Bien sûr, après, il faut lisser. Mais je te pose cette question du temps parce que cet été, j'ai fait donc cette série avec des avocats qui ont une double casquette. Ouais.
Et la question du temps est donc beaucoup revenue parce que tu sais, souvent les avocats disent bah non, mais j'ai pas le temps. Ou j'ai C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps. Non, mais c'est vrai, mais, on a toujours des deadlines pour hier. Quand même d'évoquer comment certains font. Et du coup, la question de la gestion du temps est beaucoup ressortie. Et j'ai demandé à Bernard Lamont, que tu dois connaître parce qu'il intervient dans ton secteur, qui sera diffusé la semaine avant toi, donc c'est pareil, je peux en parler, c'est le plaisir. Et pareil, en fait, il passe beaucoup de temps à faire moi c'est ce que j'appelle de la recherche et développement personnel, juste à être curieux sur ce qui se fait dans son secteur et à se former dans son secteur et tout. Et donc pareil, je lui ai demandé combien de temps il passait. Mais voilà, les 2 heures par semaine, c'est mon extra perso, parce qu'après, je veux dire, si je suis en train de rédiger une note de conseil sur un sujet, potentiellement j'ai fait 15 heures de veille en fait sur une actu, voilà, où c'est de la recherche de jurisprudence, etc. Mais vraiment, toi, dans ton perso, que, indépendamment de l'activité du cabinet, ce que je n'aurais pas trouvé au gré d'un dossier dans la semaine, clairement je le complète. Et en plus, pour le coup, sur tout ce qui est privacy, on est depuis quelques temps sur une actualité très riche, donc c'est dur de tout suivre. Et je pense que en revanche, faut aussi se rassurer, se passer un message positif entre nous, et moi je m'auto-rassure en le disant, c'est que c'est ok aussi de pas tout suivre, parce que je pense qu'on est dans un flot continu d'informations, que c'est étourdissant, qu'on a une capacité d'attention qui est devenue, comme Bruno Patino le dit très bien dans son livre que j'ai lu cet été, d'un poinçon rouge, ce qui est pas bien. Moi, clairement, je m'en veux, j'ai de plus en plus de mal à rentrer dans un livre, etc., parce que t'as des alertes permanentes. Donc c'est ok aussi de pas avoir tout suivi. Et puis si c'est pour le coup, ne vraiment avoir que lu des titres, ça sert à rien. À la limite, moi, je préfère avoir creusé un sujet et savoir en parler que de savoir à peu près 10 actus, mais d'être incapable de te parler d'une seule. Donc je pense que c'est important aussi de toute façon, ce qui va se développer, c'est sûr, c'est un peu les filtres. C'est pour ça que je dis que la newsletter de mon ami Hugo est très bien, parce que elle me fait un premier filtre. Moi, je peux pas... Et ensuite, tu fais une sélection dans ce sur quoi tu peux pas être non plus partout, puis c'est important aussi d'avoir du temps pour soi. Moi, avant, je m'autorisais pas de prendre le temps de faire du sport, où j'en faisais vraiment que le week-end. Enfin, j'en faisais que le week-end. Et maintenant, alors c'est parce que je suis devenue clairement accro et obsessionnelle avec le yoga. Mais maintenant, je m'autorise, quand je peux bien sûr vis-à-vis du travail, à aller au yoga. Alors, soit le midi, soit j'y vais très tôt. J'y vais à 7h du matin. Mais parce qu'en fait, je me rends compte que je suis 10 fois plus efficace, que ma productivité est 10 fois meilleure. Et donc au final, oui, je suis pas au bureau à 8h, j'y suis à 9. Mais de 9 à 13, je bosse 10 fois mieux. Donc du coup, en fait, c'est de se rendre compte que le temps, c'est... Alors clairement, on a tous envie d'avoir des journées plus longues. Moi, en plus, je n'ai pas la chance d'être insomniaque, donc j'ai quand même besoin de dormir. Mais ça s'optimise et faut comprendre parfois que prendre le temps, c'est pas le perdre. Et tout comme sur un dossier, moi, je sais que plus jeune, j'avais tendance à vouloir à rendre très vite quelque chose, parce que je me disais ça fait bien de rendre très vite à mon associé, etc. Oui, mais du coup, si tu rends vite, potentiellement, en tout cas quand t'es jeune, c'est moins rigoureux, tu vas avoir fait une petite coquille, etc. Et ça, j'ai appris à prendre le temps. Alors clairement, après t'es plus productif, tu vas plus vite, tu livres quelque chose de bien plus vite, mais prendre le temps de me relire 3 fois plutôt qu'une pour rendre quelque chose de mieux. Et la personne derrière prendra moins de temps à te relire. Et c'est ce que j'apprends aux stagiaires aujourd'hui que j'ai l'occasion de manager. Il me rend quelque chose et je lui dis « T'es sûr que t'as pas besoin de plus de temps ?» Plutôt que de lui mettre la pression et lui dire « Rends-le-moi plus vite, rends-le-moi plus vite ». Bon, je le fais aussi parfois, mais je dis « T'es sûr que t'as pas... » Moi, je préfère que tu me le rendes dans 1 heure et que je mette qu'1 heure à te relire, que tu me le rendes avec 1 heure d'avance et que ça me prenne une journée à refaire. Et donc, je pense que ça vaut pour tout. Dans le travail, de prendre en tout cas, tu as vraiment réfléchi ton temps pour avoir des moments de veille, des moments de déconnexion où tu prends soin de toi, tu reviens à toi pour mieux revenir aux autres, et je pense que c'est important. C'est important et c'est ce qui... Enfin, moi, c'est ma vision. Je préfère... Alors, une fois encore, je vis pas dans un monde de oui-oui, il y a des périodes où c'est l'enfer. Mais je préfère essayer, en tout cas, d'être toujours à la recherche de cet équilibre et tenir sur le long terme, que me broyer comme je sais très bien le faire et faire un burn-out dans 3 ans. Ouais. En fait, je pense que c'est ça aussi, c'est de... Il y a un moment où tu t'es rendu compte qu'il fallait que tu apprennes à te préserver, parce que tu viens de dire
plutôt que de faire un burn-out comme je sais très bien le faire? Je pense que moi, je m'en suis pas forcément rendu compte. C'est mon ami notamment qui me disait là t'as l'air vraiment fatiguée. C'était à la fin de mon stage, mais c'était normal aussi parce que j'avais tout donné. Et finalement, quand t'es collaborateur, tu bosses pas moins que quand t'es stagiaire, mais t'as un peu plus de... Tu sais un tout petit peu plus ce qu'il y a sur ta to-do list, t'es un peu moins pris au dépourvu à devoir... Voilà. Et j'ai dit oui, c'est vrai, t'as raison. Et non, après, je crois que c'est le yoga qui a été une révélation, en fait. Je m'y suis mise. Alors clairement, je fais du yoga sportif, hein, je suis pas dans le yoga méditatif pour le moment. Mais rien que ça, ça m'apporte... Je stresse beaucoup moins, je prends les choses avec beaucoup plus de recul, que ce soit la critique ou l'urgence. Et du coup, oui, ça me fait prendre du recul. Et quand t'as une addiction, après, voilà, t'as envie d'en... Ouais, moi, c'est ça. Il y en a d'autres, ça va être la course à pied ou d'autres choses. Hein, mais c'est chimique, de toute façon. Et il y a ça, il y a l'expérience, le temps qui passe, de voir qu'une urgence n'est pas tant une urgence, que tu l'as envoyé qu'une heure de retard et le monde ne s'est pas écroulé. Une fois encore, le fait que mes associés sont des gens plutôt bienveillants et que du coup... Si je dis que j'ai besoin d'une heure de plus ou quoi, souvent c'est accepté. Voilà, je crois que c'est un ensemble. C'est un ensemble qui fait qu'effectivement l'alignement des planètes n'est pas trop mauvais. C'est ton écosystème. C'est mon écosystème pour le moment. Pour le moment ça marche, j'espère que ça va durer. Mais je le souhaite également, mais il n'y a pas de raison. Et dis-moi Nina, alors je t'ai contactée il y a très longtemps pour ce podcast sur la recommandation d'une actrice. Non, mais il n'y a pas de... C'est pas là où je vais. Et au début, tu m'as dit oui. Et puis ensuite, t'es revenue sur tes pas en disant en fait, je le sens pas. Et ensuite, t'es revenue vers moi en me disant en fait, je suis prête. Qu'est-ce qui s'est passé? Clairement, au tout début, je me suis dit c'est une super idée. J'adore les podcasts. J'adore prendre la parole. Donc, je me suis pas posé de questions en fait. Et après, j'ai dû en parler avec quelques personnes qui m'ont dit mais... T'as pas peur que ça soit un peu égocentrique? Tu vas parler que de toi? C'est quoi l'intérêt? C'est quoi l'intérêt? Et je dis, ah oui, c'est vrai. Puis bon, j'ai pas 30 ans de carrière, donc c'est vrai que j'ai pas grand-chose à raconter finalement par rapport à un avocat qui aurait beaucoup de bouteilles. Je suis ni pénaliste sur des affaires chaudes, voilà. Et après, j'y suis revenue parce que j'ai commencé à recevoir pas mal de messages, étonnamment sur Instagram, parce que je suis assez active sur Instagram, mais aussi sur LinkedIn ou en direct de mes stagiaires, enfin de nos stagiaires du cabinet, de messages d'étudiants qui me posaient des questions, ou qui, voulaient m'appeler, ou en tout cas voulaient des conseils, etc. Et je me suis dit, en fait, ça peut peut-être intéresser des gens. Puis même si c'est 2 personnes, ça sera 2 personnes, mais ça peut intéresser des gens. Donc il y avait ça. Donc maintenant, je leur enverrai le lien vers le podcast. Et il y avait aussi le côté, avocat, c'est un métier aussi cool. C'est un métier cool. C'est pas que l'image négative que certains donnent. Alors, il y a beaucoup de gens qui donnent une image positive, mais tous les cabinets ne sont pas des cabinets horribles. Tous les avocats ne sont pas des gens arrogants qui je sais pas, qui sont obsédés par l'argent, le pouvoir, qui adorent dire qu'ils sont débordés, voilà. Donc j'avais envie, 1, de contribuer à l'image positive de la profession, 2, à prendre la parole en tant que femme, ça j'oublie, et 3, j'avais l'oublié, et 3, faire entendre une parole qui peut intéresser quelques personnes peut-être. Bon, en tout cas, je suis ravie que tu sois revenue sur ta première décision. Et quelle est ta dernière joie? Ma dernière joie, récente professionnelle, et j'oubliais dans mes projets, c'est que j'ai rejoint, grâce à la cooptation d'Aurélie d'ailleurs, l'association Digital Ladies, qui est une association de femmes dans le digital. Et donc ça, je suis ravie. Et donc j'espère que je vais pouvoir apporter ma pierre à l'édifice. On a un prochain rendez-vous prochainement pour justement mettre en avant les femmes dans le domaine, tout en incluant les hommes, je tiens à préciser, parce que je n'aime pas les associations de femmes avec que des femmes. C'est quelque chose qui me dépasse. Donc ça, c'est une joie récente. Et mon autre joie, c'est de reprendre le travail lundi. Écoute, je trouve que c'est parfait. Mais parce que mes vacances étaient excellentes. Alors, je précise quand même, je suis pas maso. Quelle est ta source d'inspiration actuelle? Ma source d'inspiration actuelle...
Quelqu'un ou un domaine ou... Ce que tu veux, c'est libre. C'est le domaine sur lequel je travaille, justement, et que j'ai envie de pousser. Et tous les gens qui sont inspirants dans ce domaine, qui ont des vraies convictions. Tu penses à des personnes en particulier ? Je pense à des personnes en particulier, oui, enfin, plein de personnes en fait, mais effectivement, un peu les gens mis en avant en ce moment dans le domaine de la tech, ou des gens même comme Greg ou comme Aurélie. Aurélie m'inspire beaucoup, c'est vrai. Donc c'est Aurélie comment ? Aurélie Jean. Aurélie Jean. Qui est mathématicienne et qui est experte en fait sur tous ces sujets-là. Elle est devenue experte pour la NASA, enfin voilà. Les gens vraiment qui prennent le temps tu vois, d'avoir des vraies opinions, etc. J'aimerais bien devenir ce genre de personne. Être capable de parler avec aisance des sujets qui me passionnent et je pense que c'est hyper important dans ton métier parce que par exemple, moi je sais qu'un client t'écoutera peut-être plus si tu lui fais comprendre par exemple que le RGPD c'est pas juste un truc méga chiant, tu vois, que tu viens pas juste lui faire dépenser une grosse note en honoraire sur un pur sujet de conformité, mais que c'est un sujet de société. Ça par exemple je trouve ça passionnant, mais d'être capable de le faire sur d'autres sujets parce que ça encore celui-là ça commence à aller, et là pour le coup le champ est infini. Parce que, comme on dit, on fonctionne par comparaison parfois. Et donc, c'est devenir toujours la meilleure version de moi-même et essayer de faire passer ça autour. Et que portes-tu sous ta robe ? Quand je la porte, j'ai toujours une paire de baskets dans mon sac, mais je veille à toujours emmener des talons ou des chaussures plus élégantes plates au tribunal. Mais ouais, j'aime bien les baskets parce que j'ai quand même 3 étages, donc j'aime bien être à l'aise. Merci beaucoup Nina. Merci à toi.